Vous avez peut-être vu sur Facebook ou Instagram une petite fenêtre pop-up qui vous proposait de payer jusqu'à 13 € par mois pour avoir droit à ces plateformes sans publicité. Mais finalement, qu'est-ce que cachent vraiment ces nouvelles offres de Facebook et Instagram? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Salut Nico, le louche. Salut Raphaël, ça va va? Oui, très bien, et toi? Eh ben écoute, très bien. Merci de venir dans Métadonnées une nouvelle fois. Avec Je plaisir. t'appelle Nico Lelouch parce qu'on se Tu connaît peux bien. m'appeler Nico, et on se connaît, on a travaillé ensemble longtemps et on s'entend très bien. Exactement, donc tu es journaliste chez Numérama et je tenais à en parler un peu avec toi parce que je sais que tu suis de très très près ce sujet. Et c'est vrai que c'est une sorte de petite révolution, voilà, Facebook, Instagram, qui deviennent, alors pas obligatoirement évidemment, payants, et on va voir à quel prix, avec cette fenêtre-là, ça fait quelques jours qu'on voit apparaître. Est-ce que vous voulez payer pour avoir Facebook, Instagram sans publicité? Alors je disais jusqu'à 13 € par mois, en fait c'est 13 € par mois sur un iPhone ou un Android et 10 € par mois si on est sur ordinateur parce qu'on ne paye pas taxe Apple, exactement 30%, donc à peu de choses près sur 13 €, ça fait à peu près 3 €. Est-ce que tu as payé toi? Non, j'ai pas payé. J'ai pas payé. Après, c'est vrai que les charmes d'un monde sans consentement, on va en parler. Enfin, c'est pas sans consentement, mais un monde sans tracking dans les publicités est intéressant. Ça donne envie d'avoir ce type de système. Mais bon, payer une telle somme pour ça, je trouve ça absolument abusé. J'ai pas envie de payer Facebook pour ne pas avoir de publicité ciblée. Bah, ce qui est un peu nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, c'était si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc maintenant, on peut devenir enfin le client. On peut devenir le client. C'est la première fois qu'on devient client, mais ça coûte cher, cette histoire. Alors oui, ça coûte très cher justement ce prix. Alors 13 €, on va dire 13 € parce que c'est ce que voient les gens. Et puis Facebook a choisi aussi de, on va dire, répercuter l'intégralité de la commission, ce qui n'était pas une obligation. Il y en a qui choisissent un peu d'absorber, au moins une partie. C'est vrai qu'on se dit 13 € par mois pour avoir un service qui est aux yeux de tout le monde gratuit depuis des années et des années. Ça fait un peu bizarre. Est-ce que c'est pas fait pour que personne n'accepte, quoi? Je pense que oui. Je pense que dans les calculs de Facebook, d'habitude, quand on est une marque, quand on lance un service, on doit trouver le bon prix pour réussir à séduire les gens, pour que les gens se disent « Tiens, c'est exactement la somme que j'ai envie de mettre dans un service. » Et dans le cas de Facebook, je pense que c'est l'inverse. C'est dû avoir de très longues réunions pour trouver la somme fatidique, justement, au-dessus du seuil acceptable pour payer Facebook, parce que ils ont dû se dire qu'au-dessus des 10 € par mois, ça doit être la somme en tête qui fait peur et qui donne envie de ne pas y aller. Et l'intérêt pour eux est donc d'avoir cette option légale. On va en parler, tu l'as dit, il y a une histoire de consentement au suivi publicitaire. Sans convaincre les gens que c'est la meilleure chose à faire, parce que pour eux, évidemment, il vaut mieux continuer d'avoir plein d'informations sur en fait, l'utilisateur. je trouve ça intéressant. Il faudrait qu'on raconte l'histoire en fait derrière cette offre, parce que ce qui est marrant, c'est que sur le pop-up, ils mettent c'est dû à un changement de loi, ce qui est faux. C'est faux, c'est un mensonge, en fait, c'est pas du tout un changement de loi. Il y a quelques années, oui, quoi. Mais... Oui, en 2018, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, et c'est pas du tout, parce qu'on parle beaucoup du DSA, du DMA, etc., on va en reparler un peu, sauf qu'en fait, non, c'est juste le RGPD. Le RGPD, est-ce que tu peux rappeler très brièvement ce que c'est? Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, ça je l'ai bien dit, je sais jamais si c'est réglementation. Oui, alors moi je dis règlement européen, mais c'est règlement général sur la protection des données, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est européen, même si c'est pas dans le... Ça englobe plein de choses, mais le RGPD, c'est ce qui explique pourquoi quand vous allez sur un site de médias, que ce soit Numérama, que ce soit Tech & Co, vous allez avoir ce petit pop-up qui vous demande de consentir à l'utilisation de vos données personnelles pour collecter l'audience, pour personnaliser la publicité, et on peut désactiver plein de choses. C'est une particularité européenne, on n'a pas ça ailleurs. Vous vous connectez à des sites français depuis les États-Unis, vous n'allez pas avoir ces pop-up-là, et l'idée, c'est de laisser aux utilisateurs européens le droit de ce qu'on fait de leurs données, et surtout les avertir et les éduquer sur l'existence justement de ces méthodes de tracking. Et ce qui est intéressant, donc le RGPD effectivement, donc ça explique que si il doit y avoir une collecte de données d'une plateforme, on doit avoir le consentement, donc c'est le petit, notamment les cookies, oui j'accepte, etc. Sauf que Facebook ne l'a jamais fait. Et personne s'en était rendu compte. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Oui, et personne s'est dit, mais alors c'est incroyable. Enfin, à leur décharge, les autres plateformes non plus. Hein, il faut être juste. TikTok non plus, Snapchat non plus, Twitter non plus. Après,
En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 5 ans, parce que maintenant ça fait 5 ans, même plus de 5 ans, il y a une bataille de juristes, et parce que dans le RGPD, il y a plusieurs façons de rendre légale une collecte de données. Il n'y a pas que le consentement, il y a 6 possibilités, on ne va pas toutes les détailler. Et en fait, Facebook s'est dit, bon, le consentement, c'est la pire des manières, parce que si je demande aux gens de consentir, ils vont dire non. C'est évident, si tu reçois la question, est-ce que vous êtes OK pour qu'on suive tout ce que vous faites et qu'on lise vos messages pour pouvoir personnaliser vos publicités, la plupart des gens ne vont pas être hyper fans. Ils l'ont vu avec Apple. Ils l'ont vu dans parce qu'Apple, tu peux peut-être nous rappeler, mais il y a une mise à jour de l'iPhone qui avait fait polémique à l'époque et qui n'avait pas plu au monde de la publicité, puisqu'elle permettait aux utilisateurs de demander aux applications de ne pas les suivre d'une application à une autre. Donc l'idée étant que si je tweete quelque chose, Facebook ne peut pas savoir que je l'ai tweeté avec mon iPhone. Et ça a fait perdre beaucoup d'argent à Facebook. Donc on a l'exemple même du fait qu'un tel mécanisme est dangereux pour les revenus publicitaires d'une entreprise. Oui, je crois que c'était le média américain The Verge qui avait parlé de chiffres de 80% de refus. Donc on imagine pour Facebook, en termes de publicité ciblée, ça aurait été dramatique. Et alors, en fait, pendant des années, pendant 4 ans, avant de se faire taper sur les doigts par la CNIL irlandaise, parce qu'ils sont basés en Irlande, ils ont dit... alors, ils ont utilisé une notion du RGPD qui est l'exécution du contrat. En un mot, je peux collecter des données personnelles sans le demander le consentement si c'est nécessaire à l'exécution d'un contrat. Or, ils disaient, quand tu t'es inscrit, tu as cliqué sur accepter. Donc, finalement, le contrat dit que j'exploite tes données, donc j'exécute le contrat, j'exploite tes données personnelles. Bon, ils se sont fait taper sur les doigts. Là, pendant 6 mois, ils ont tenté un autre truc qui s'appelle l'intérêt légitime. C'est en gros, on a le droit de collecter des données sans le consentement si c'est indispensable au fonctionnement de la plateforme. Et eux, ils ont dit, c'est indispensable au fonctionnement de la plateforme que savoir que Nico Lelouch aime bien les suites de Ted Lasso. Absolument, c'est des très bons films. Exactement. Sauf que là encore, la Cour de justice de l'Union européenne a dit en juillet 2023, non, vous êtes gentil, maintenant on arrête les conneries. Ça paraît évident. Et là, vous demandez le consentement. Mais, et c'est là où c'est le plus intéressant, donc en gros... C'est là où on voit qu'ils ont de très bons avocats. C'est là, parce qu'ils ont gagné 4 ans. Ils sont pris 400 millions d'euros d'amende, mais je pense qu'ils ont gagné bien davantage. Donc ça reste rentable, sauf que la Cour de justice de l'Union européenne a dit à Facebook, maintenant, on arrête, vous demandez le consentement, mais, il y a un mais, vous avez le droit de faire payer. C'est-à-dire qu'en gros, le consentement libre, entre guillemets, vous pouvez demander le consentement, mais si l'alternative, c'est de payer. Ça, c'est une brèche, et donc finalement, on arrive à l'abonnement payant. Et c'est là où on arrive à Facebook qui se dit, tiens, on a peut-être une possibilité de contourner la règle avec cet abonnement qui est sans doute trop cher pour être vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, sur Facebook, on a 2 options. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le pop-up publicitaire, dans le pop-up de consentement au démarrage. Et évidemment, vu que c'est eux qui ont écrit le pop-up, ils s'arrangent pour faire comprendre que se faire suivre, ça fait pas forcément très peur, c'est pas dangereux, et c'est pour améliorer l'expérience sur Facebook. Donc, soit on utilise Facebook ou Instagram gratuitement, et donc dans ce cas-là, on va avoir des publicités ciblées et Facebook va collecter des données sur tout ce qu'on fait. En fait, juste rapidement, si on veut pas payer et qu'on accepte, qu'on veut utiliser Facebook gratuitement et qu'on donne le consentement, en fait, on reste dans la... rien ne change. C'est ce qui est fait depuis 20 ans. C'est ça, il n'y a pas de changement pour l'utilisateur. Il n'y a pas de changement pour l'utilisateur. Et la nouveauté, c'est qu'il y a cette option payante qui permet de désactiver le tracking et donc de désactiver tout ce qui est publicité, etc. Donc on est un peu plus tranquille sur la plateforme. Mais bon, faut quand même avoir envie de payer autant pour se débarrasser de pub. Et là, c'est très intéressant ce que tu nous dis, parce que, encore une fois, je reviens sur le côté juridique, la Cour de justice dit oui, vous avez le droit de payer, mais ils disent bien une somme appropriée. Et alors, là, on va rentrer, à mon avis, dans un débat de juristes encore qui va durer des mois. C'est ça, il y a un calcul qu'on a fait tous les deux. Facebook, comme toute entreprise en bourse, publie ses résultats trimestriels tous les 3 mois. Et dans ces résultats trimestriels, elle n'est pas obligée de le faire, mais elle donne des données sur le revenu moyen par utilisateur. Et ce qui m'a toujours fasciné avec cette donnée, c'est pour ça que je l'ai souvent regardé dans les années précédentes, c'est qu'on voit qu'il y a énormément d'écart d'un continent à un autre. Tu as les chiffres récents sous les yeux, c'est hyper intéressant. Les Américains rapportent énormément d'argent. C'est $56 au 3e trimestre 2023. Voilà. Donc c'est des chiffres qui ont quelques $56 par trimestre, donc voilà. C'est de l'ordre de $20 par personne, c'est immense. Alors qu'un utilisateur européen, c'est beaucoup moins. Ça va être de l'ordre des €6 par mois. C'est ça, c'est $19 par trimestre, donc en euros, puis divisé par 3. C'est 6 € par mois. Et cette donnée est intéressante parce que ça veut dire qu'un utilisateur de Facebook qui ne paye pas rapporte 6 € à Facebook. Ça, en fait, c'est le prix de la collecte de nos données. C'est le prix de la collecte de nos données. C'est ce que gagne Facebook en nous affichant de la publicité ciblée. Absolument. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, et pas aux États-Unis, étrange. C'est marrant d'avoir fait ce choix-là. Dans l'Union européenne, on peut payer 10 € pour désactiver les publicités et la collecte de données. Donc on se paye 4 € en fait. Donc, Facebook gagne plus d'argent
si vous décidez de payer que si vous collectez mais la ce pub. qui est quand même dingue, Leur prix est très intelligent. Maintenant, c'est là pour moi où tu as raison. Et c'est là que la justice a peut-être un moyen de contrecarrer les plans de Facebook. C'est que si on met en parallèle le prix du revenu moyen par utilisateur et le prix de l'abonnement, la justice peut dire non, c'est trop cher parce que vous ne proposez pas de désactiver quelque chose au risque d'annuler justement il n'y a ce pas que de vous allez service en perdre. plus. Vous n'êtes pas juste en train de sauver votre entreprise financièrement à cause de notre mesure. Vous êtes en train de gagner de l'argent sur le dos de la loi européenne. Et c'est problématique. Oui, c'est très fort parce qu'in fine, même si tu as, parce que pas grand monde, 3%, et encore je suis sympa, des utilisateurs de Facebook qui prennent ça, sur 3%, ils vont gagner quasiment, le revenu va pas s'envoler. 2 fois plus, mais enfin 4 euros en plus. Donc en fait, le RGPD, la sanction va leur faire gagner de l'argent. Ça, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Et ce qui est amusant là-dedans aussi, c'est là où il va falloir se poser la question de comment Facebook vend les choses. Vous savez, ils ont aussi lancé l'abonnement Meta Verified, qui permet, un peu à l'image de ce que propose Elon Musk avec Twitter ou X, ou appelez-le comme vous voulez, d'avoir un badge de vérification sur Facebook ou Instagram. Ça coûte aussi 10 euros par mois. Ça permet d'avoir un service client VIP, de passer avant les gens dans les commentaires. Voilà, c'est une formule assez classique. C'est la nouvelle mode, faire payer les gens pour être certifiés. Il y a un peu un délire narcissique, je pense, autour de tout ça oui, à la base c'était quand même l'histoire d'avoir le badge bleu qui sans doute ramène un peu d'argent, mais ça c'est pas intégré dans l'abonnement de Facebook en Europe. C'est-à-dire que c'est 2 abonnements séparés si on veut être vérifié et si on veut avoir ne pas être suivi. C'est combien l'abonnement Verified? C'est 10 euros, 10 euros et 13 euros sur donc iOS. c'est cher aussi. Donc c'est cher aussi. Donc en fait on se retrouve avec un truc, on peut arriver à une somme quasiment équivalente à 30 euros par mois pour être certifié et ne pas avoir de pub sur Facebook et Instagram. C'est immense. Si Facebook avait fait un seul abonnement unique, je pense que l'Union européenne pouvait difficilement dire que la valeur n'était pas justifiée. Oui. Parce que comment l'Union européenne peut dire que le badge de certification coûte trop cher? Mais en décidant de faire un abonnement uniquement pour les publicités, je pense qu'ils prennent le risque de se faire taper sur les doigts. Parce que ça définit la valeur. En fait, on peut comparer de façon chimiquement pure. On a la valeur là. On a la valeur. Or, la valeur des données, c'est public, c'est 6 euros. Et la valeur de l'abonnement, c'est public, c'est 10 euros. Et en fait, c'est vrai que maintenant, c'est entre les mains de la CNIL irlandaise. Et moi, j'ai échangé aussi avec des gens de Bruxelles qui m'ont dit Facebook, ils ont aussi mis en place leur abonnement avant de demander l'avis de la CNIL irlandaise. C'est problématique. Ce qui est quand même... Bon, après, c'est l'image des stratégies des Américains. En général, ils arrivent et puis on voit la loi, on s'en occupe après. Et il faut reconnaître aussi que les instances européennes ne vont pas très vite quand il faut taper sur quelque chose. Sûr. Le RGPD, ils ne l'ont pas respecté pendant 5 ans. Et c'est passé. Donc c'est dans l'intérêt de Facebook de griller. Mais ça veut dire que peut-être que la CNIL irlandaise, peut-être pas. Peut-être qu'ils diront non, finalement, 10 euros, ça va. Enfin, l'idée, c'est quand même le prix ne soit pas dissuasif. C'est l'esprit de la jurisprudence. Peut-être qu'ils diront, bah non, c'est 6 euros, vous n'avez pas de raison de vous faire un surprofit finalement sur les gens qui veulent protéger leurs données. Mais bon, c'est vrai que personne va l'utiliser. Je suis pas sûr que Facebook donne un jour les chiffres d'ailleurs. Ça montrerait que c'est dissuasif. Ils devront peut-être les donner à l'Union européenne. Oui, mais ça montrerait que c'est dissuasif. C'est là où c'est intéressant, parce que s'ils annoncent à l'Union européenne qu'ils ont converti 1% des utilisateurs, ça sera la preuve qu'il y a un problème dans cette démarche. Donc je pense qu'ils gagnent du temps, une nouvelle fois. Je vois plus cette mesure comme un moyen de gagner du temps. Ce qui m'intrigue, on en parlait avant le début de cet enregistrement, c'est qu'est-ce qui va se passer chez les autres, parce que les autres, que ce soit TikTok, que ce soit... Alors Twitter, c'est un peu différent. C'est le Far West, donc ils font ce qu'ils veulent. Enfin, il n'y a plus vraiment de règles là-bas. Mais non, mais ils ont déjà des abonnements payants qui suppriment les pubs officiellement. Donc, mais ils l'ont pas fait par rapport aux lois. Ils le font juste parce que Elon Musk a eu l'idée dans la nuit et qu'il décide de mettre en place quelque chose. Donc Twitter, c'est un monde à part. Mais on prend du TikTok, on prend du Snapchat, on prend toutes ces plateformes-là qui sont des gros réseaux. Est-ce que eux aussi vont succomber au charme de l'abonnement payant pour contourner la loi en attendant qu'il y ait une réglementation claire? Ils n'auront peut-être pas le choix non plus, parce que la Cour de justice de l'Union européenne, en fait, c'est un jugement qui porte sur Facebook, et c'est une jurisprudence, donc on peut imaginer que tout le monde va le faire. Et en fait, d'ailleurs, TikTok, ils l'ont déjà annoncé. Enfin, ils testent actuellement déjà. Ils testent des abonnements, oui. Il y a des abonnements payants. Mais après, sur TikTok, encore une fois, ça va être des abonnements qui vont être faits pour ne pas être utilisés. C'est comme le DSA qui impose l'affichage chronologique pour avoir une alternative à l'affichage algorithmique. Tout le monde l'a fait. Je pense que personne ne l'utilise parce que c'est fait pour pas être utilisé. C'est fait pour... c'est planqué dans les réglages et en fait, dès qu'on ferme l'appli, ça se remet. Enfin bref. C'est un peu, je trouve, l'hypocrisie de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations européennes et en fait, on peut les contourner assez facilement, surtout qu'elles s'empilent un peu, quoi. C'est ce qui est un peu dommage. Après, d'une certaine manière... Je pense que je préfère quand même avoir ces réglementations. On ne fait pas les avoir. Je trouve que le DSI dont tu parlais, le Digital Services Act, c'est une des lois les plus intéressantes en matière de réglementation des nouvelles technologies de ces dernières années. Déjà, le RGPD... le RGPD, déjà... Oui, mais le RGPD, je trouve que pour les gens...
certes, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir des informations et de désactiver en partie ce tracking publicitaire, mais je pense que le RGPD, les gens ont surtout retenu la perte de temps du pop-up qui doit être activé à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on voit, mais il y a beaucoup de choses quand même. C'est une loi oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est une loi quand même qui a eu un impact un peu négatif sur l'expérience. Enfin, je vois souvent des comparaisons, notamment faites par des Américains, entre le web européen et le web américain, où souvent nous on a plein de pop-up, on a des choses qui apparaissent partout, et le RGPD est critiqué pour ça. Dans le cas du DSA, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Certes, il peut être contourné, comme tu le dis, avec t'as raison, cacher les flux algorithmique, mais quand même, il fait du bien. Il apporte du bien web. Le DMA qui va arriver en mars Le aussi, DMA, c'est encore plus impressionnant, ce que ça va changer. Hein. La fin de l'App Store sur iPhone avec l'ouverture des magasins tiers, les applications de messagerie qui doivent fonctionner entre elles. Il y a des changements concrets pour l'utilisateur européen. Le DSA, c'est aussi une super étape là-dessus. Alors, ce que je me demande, c'est comment justement, est-ce que c'est pas finalement le plus prévisible, est-ce que c'est pas l'Union européenne qui va intégrer dans le DSA, dans une évolution de ces lois-là, le fait que le non-suivi publicitaire doit être gratuit et ne doit pas être une option payante. C'est vrai que ça paraît très logique. Oui, parce que alors, dans le DSA, il y a déjà un impact sur les plateformes, sur Facebook, si on n'a plus le droit de suivre notamment certaines données pour les mineurs. Oui, les mineurs. Et on n'a pas le droit de suivre des données sur l'orientation sexuelle, les religions et sur d'autres données sensibles. Et le DMA, il y a aussi autre chose, parce que là on parle de concurrence, c'est que Facebook, il doit y avoir cette fois un consentement pour le partage de données entre les applications. Donc d'après ce que j'ai compris, mais en général, il y a encore beaucoup de sujets d'interprétation. Demain, c'est-à-dire qu'à partir du 6 mars 2024, si l'interprétation est la bonne, Facebook devrait demander l'autorisation pour collecter des données et les envoyer à Instagram. Alors, Facebook pourra toujours collecter les données pour Facebook, Instagram pour Instagram, mais comme on parle de loi pour encadrer la concurrence, pour protéger la concurrence, c'est plus le partage entre les données. Donc c'est quand même des petites choses qui s'empilent les unes sur les autres. Tout à fait. Et ça, alors pour le coup, au Facebook, Instagram, j'ai un peu un doute parce que je crois que, notamment en Europe, il y a ce qu'ils appellent le Meta Account, où ils ont fusionné dans un seul compte unique pour les premiers utilisateurs, les deux. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas déjà trouvé un moyen sur Facebook, Instagram? Par contre, c'est vrai que techniquement, Facebook ne pourrait pas, avec cette loi, accéder à votre historique Amazon aussi facilement qu'aujourd'hui. Il faudrait avoir un consentement. Donc oui, l'Union européenne est vraiment sur le dos de ces grosses entreprises tech. On voit que pour l'instant, elles arrivent à rebondir, mais je ne suis pas sûr que ce soit éternel. Elles finiront par être bloquées et elles seront obligées d'adopter ce que l'Europe leur dit de faire. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on a deux solutions. On a soit pas de publicité du tout, il faut payer, soit de la publicité ultra ciblée. Et finalement, il y a, on va dire, un monde intermédiaire dont on ne parle pas forcément et qui est peut-être un peu l'avenir, c'est finalement de la publicité classique. Pas forcément ciblée. Je suis d'accord avec parce que ça, personne ne l'envisage, mais après tout, Facebook, TikTok, etc., pourrait quand même... Enfin, honnêtement, quand on voit les pubs les plus diffusées sur TikTok, sur Facebook, c'est des pubs pour, je sais pas, KFC, c'est des pubs tels qu'on les voit un peu à la télé. Donc au final, est-ce que finalement ces boîtes finiront pas par gagner quand même beaucoup d'argent, peut-être un peu moins, mais bien gagner leur vie en allant vers moins de collecte de données personnelles et simplement de la publicité qui sera moins ciblée. Je suis d'accord et je te rejoindrai même en ajoutant que les pubs qui rapportent, les pubs qui coûtent le plus cher aujourd'hui, c'est les pubs qui passent après le journal de 20h sur TF1. Et pourtant, c'est des pubs absolument pas ciblées. On se base sur le fait que c'est des calculs sur quelle est l'audience moyenne de TF1 sur ces créneaux-là, mais on ne sait pas exactement ce que toi tu regardes, ce que moi je regarde. On voit tous les deux la même chose. Donc, quand j'entends des groupes comme Facebook dire que la fin des publicités ciblées, ça serait une perte d'argent phénoménale, que Facebook, ça fait combien de fois, depuis qu'on est journalistes tous les deux, que Facebook, dans des communiqués de presse, dit « Ah, si ça continue comme ça, on va peut-être être obligé de quitter le marché européen. » Oui, ça, ils en ont parlé dans les documents financiers, ils l'évoquent. Voilà, combien de fois ils ont tenté de mettre ce coup de pression pour tenter de convaincre les utilisateurs de militer contre l'Europe? Ils veulent que leurs utilisateurs disent « Bah non, on n'est pas d'accord avec l'Europe, nous on aime Facebook. » Mais Facebook gagne de l'argent en Europe. Facebook ne peut pas partir d'Europe. C'est absolument pas crédible. Puis les utilisateurs européens, moins que les Américains, mais les utilisateurs européens, par rapport au reste du monde, par rapport au pouvoir d'achat qu'on a, c'est un immense marché. Représente un immense marché. Tu peux pas quitter en ce valeur, marché. c'est le deuxième marché. Absolument, c'est le deuxième marché. Tu peux pas le quitter. Donc, si Facebook demain voyait que 80% de son activité de suivi publicitaire était bloquée parce que les gens pouvaient dire non gratuitement, est-ce qu'il dirait ah mince, c'est banqueroute, on fait faillite, ou est-ce qu'il dirait ok, on abandonne tout le système et on va négocier avec les annonceurs, on va voir justement les McDo, les KFC, ce que tu disais, et on leur dit voilà. La pub maintenant elle coûte 10 fois plus cher qu'avant, mais vous allez toucher 10 fois plus de personnes qu'avant.
à la fin. Et puis en plus, il n'y a plus de collecte de données. Sans collecte de données personnelles, donc là, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. C'est sûr que voilà, je viens d'acheter un scooter, j'ai des pubs en ce moment pour des accessoires pour scooter, je trouve ça cool. Enfin, ça m'intéresse pas forcément, mais c'est vrai que c'est des trucs qui peuvent être plus dans mon centre d'intérêt. Mais si j'avais des pubs ultra générales sur des gros produits, sur des grosses campagnes publicitaires qui touchent tout le monde, bah, je pense que ça pourrait m'intéresser autant. Donc, je suis à peu près convaincu que Facebook ne serait pas si perdant si le tracking publicitaire était bloqué. Maintenant, par rapport à leur personnalisation du service, à l'amélioration, à ce qu'ils veulent en faire, aux données qu'ils veulent revendre aussi, etc. C'est dans leur intérêt de défendre ce modèle-là. Ils disent qu'ils ne revendent pas de données. Non, ils ne revendent pas, mais en tout cas, ils peuvent s'en servir pour Instagram, pour améliorer le service ou pour aiguiller les annonceurs vers des choses. Oui, mais c'est aussi leur image. Parce que Facebook, leur image, c'est de dire à leurs clients annonceurs, je vous vends de la publicité ultra ciblée. Si demain, ils disent, en fait, je fais comme TF1, c'est leur image de boîte hyper pointue qui en prend un coup aussi. Forcément, mais ils ne seraient pas les seuls et aux dernières nouvelles, ce type de mesure ne concernerait que l'Union européenne. Ils peuvent avoir des annonceurs internationaux à qui ils vendent des packages. En France, on le diffuse à 50 millions de personnes. Aux États-Unis, on le diffusera à un peu moins de personnes, mais ce sera des personnes ciblées et l'annonceur pourrait dire oui au même titre qu'auparavant. Enfin, peut-être qu'ils perdront un petit peu, mais bon, on voit bien qu'ils ont plein d'idées à chaque fois pour continuer de diversifier leurs revenus. Mais je ne pense pas que cet abonnement à 10 € par mois soit une solution pour vraiment mettre fin à la problématique et que les gens qui n'ont pas envie d'être suivis vont vraiment payer non, Facebook. Mais ça changera pas grand chose. Je sais pas si on aura les chiffres, mais on les aura jamais. Je vois pas très bien qui va s'abonner à ça. Mais alors, dernière chose aussi, il y a aussi, Facebook dit que la publicité ciblée fait partie de l'expérience de Facebook. Toi et moi, on considère peut-être que c'est un peu mytho, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui apprécient avoir de la publicité ciblée, comme tu disais pour ton scooter. Oui, c'est vrai. Moi, j'apprécie pas forcément. Mais parce que toi, t'es sensibilisé aussi à ça. Oui, absolument. Mais je suis d'accord. Tu sais ce que ça implique derrière. Je pense, et c'est aussi la force de Facebook, que beaucoup de gens ne font pas la différence entre des publications dans leur fil et des publications sponsorisées. Je le vois particulièrement avec mes grands-parents, notamment, qui sont hyper geeks pour leur âge. Ils sont à fond sur les réseaux sociaux, ils jouent au Scrabble en ligne, ils m'ont toujours impressionné à ce niveau-là. Mais quand une publicité ciblée veut tenter de les arnaquer en mettant des fausses lunettes Ray-Ban en avant ou quelque chose, en annonçant que Ray-Ban a cassé les prix, ils sont incapables de comprendre d'eux-mêmes que c'est une publicité qui les a visés parce que c'est des personnes âgées. Ils pensent que c'est Ray-Ban qui vient de faire une publication pour annoncer une baisse de prix. Le micro-ciblage, c'est aussi permettre à n'importe qui de faire des pubs. Et donc, c'est vrai que sur Facebook et Instagram, il y a beaucoup de pubs qui sont des arnaques. Il y a beaucoup de choses qui sont des arnaques, particulièrement sur le public qui est le plus sensible à se faire avoir. Donc ça va aussi dans ce sens-là. Donc, il y a des gens qui apprécient ces publicités parce qu'ils les voient comme des posts et qui considèrent qu'ils apprennent des choses à travers ces publicités. Et peut-être qu'elles préfèrent avoir des choses qui les ciblent plutôt que des choses très généralistes. Maintenant, si les publicités devenaient plus générales, est-ce que ces gens souffriraient vraiment ? J'en suis pas sûr. Il y a d'autres moyens de trouver du contenu qui nous plaît sur Facebook. Bon écoute, je pense que ça va être assez passionnant à suivre, notamment je suis curieux d'avoir l'avis de la CNIL irlandaise sur le prix pratiqué sur Facebook, ce que vont faire les autres, et puis après on a le DMA qui arrive en mars, donc à mon avis on va avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Nicolas Lelouch d'être venu nous voir dans Métadonnées. Je rappelle, tu es journaliste chez Numérama, merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Métadonnées. Cet épisode comme tous les autres est à retrouver sur le site Tech & Co, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous, à très vite.